Attention, sujet sensible, qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes? Nothing like grilling in the great outdoors. Je suis sûr que certains d'entre vous, vous avez déjà eu des débats avec des amis, de la famille, mais le problème c'est qu'on manque souvent d'infos scientifiques quand on parle de l'impact sur l'environnement de tout ce qu'on mange. Et je parle de CO2 bien sûr, mais aussi l'impact sur toutes les autres limites planétaires. Eh bien aujourd'hui, on fait un résumé des meilleurs papiers de recherche, des meilleures méta-analyses scientifiques, tout ça avec des beaux graphiques. Alors, j'ai fait la liste de tout ce que j'ai entendu sur le sujet et on peut vite se perdre. Il faut manger moins de viande, moins de produits laitiers, local, zéro déchet, bio, de saison, les tomates et les avocats, attention, le café aussi, et le gaspillage alimentaire, idem. Et aussi, il faut... Ok, stop! Il y a des trucs très vrais, il y en a d'autres beaucoup moins. Donc pour faire le tri, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Question. Ah, première question, c'est quoi l'impact de ce qu'on mange sur le climat? Bon, on commence par la base, mais c'est vrai que c'est souvent cette question qui arrive en premier. Déjà, au niveau mondial, la production de nourriture, ça représente 26% des émissions de gaz à effet de serre, donc elle est environ un quart. Et en France, sur les 10 tonnes au total pour l'empreinte carbone moyenne par habitant, l'alimentation représente 2,35 tonnes. C'est notre deuxième secteur émetteur, derrière nos déplacements, mais devant notre logement et nos achats. Et je rappelle que pour limiter le réchauffement global au maximum à plus 2 degrés, il faut être à 2 tonnes par habitant d'ici 2050. Donc pour l'instant, sur la moyenne française, rien qu'avec ce qu'on mange, on dépasse. Et dans tout ce qu'on mange, le plus gros rectangle, c'est de loin la viande qui compte pour 0,9 tonnes à elle seule. Ok, mais on peut aller encore plus loin avec la publication dans Science d'une méta-analyse, donc c'est-à-dire une analyse de plusieurs analyses déjà sorties. Et j'utilise mon site préféré Our World in Data qui met tout ça en graphique. Tout est dispo en description, bien sûr. On a ici l'empreinte carbone de différents aliments. Donc pour être clair, pour produire 1 kg de nourriture, on regarde la quantité de gaz à effet de serre émis, donc principalement CO2, méthane, protoxyde d'azote, et on convertit le tout en équivalent CO2. Et avec ça, on peut faire la comparaison. Résultat, le bœuf est de très loin la nourriture qui contribue le plus au changement climatique, suivi de l'agneau et du mouton, donc la viande rouge. Et ensuite, le café, les crevettes, le fromage, la viande de porc et la volaille. Tout en bas, on a tout le reste, avec un impact négligeable, les pommes de terre, les bananes, le blé, les tomates, bref, tout le reste. Et c'est pour ça que les régimes végétariens, voire végétaliens, donc ça veut dire sans produits d'origine animale, ont un impact beaucoup plus faible sur le climat. Ça nous fait déjà une première conclusion. Question. Ok, mais pourquoi de telles différences? Elles viennent d'où ces émissions? Ah, eh bien la réponse, elle est là. C'est le même graphique de la même méta-analyse, mais cette fois, on rajoute des couleurs pour montrer le détail des émissions sur tout le cycle de vie de la nourriture, de la production jusqu'à la consommation. On voit que les émissions viennent principalement de deux phases. Déjà, le changement d'utilisation des sols, surtout s'il a fallu déforester pour avoir la terre agricole. Et ensuite, la production, et là on parle des engrais, mais aussi de la fermentation, donc la production de méthane dans l'estomac du bétail. Bref, le rot des vaches. Avec ces deux étapes, on a déjà 80% de l'empreinte de la plupart des aliments. Et ensuite, on a tout le reste. Donc, la nourriture qu'on donne aux animaux, ça représente pas grand-chose parce qu'on leur donne des repas sans viande, la transformation de la nourriture, le transport, la vente au détail, l'emballage, et quand même une partie non négligeable pour le gaspillage alimentaire, soit par le consommateur final, soit en amont, et ça on en reparle à la fin de cette vidéo. Donc le transport, il représente en fait vraiment peu des émissions, pour la plupart des produits alimentaires, c'est moins de 10%. Et pour le bœuf, comme les émissions elles sont déjà énormes, ça représente moins de 0,5%. Je croyais pourtant que le transport ça polluait énormément. Alors, le transport individuel, oui, parce qu'il n'est pas du tout optimal, avec en moyenne 1,4 personnes par voiture. Pour ce qui est des acheminements de nourriture, faut voir que la plupart des kilomètres parcourus sont en bateau, 60% environ, avec des porte-conteneurs chargés de façon hyper optimale. Pour les derniers kilomètres de livraison, là c'est quasiment tout le temps le transport routier, moins optimal, et on pense souvent que la nourriture voyage beaucoup en avion, mais c'est seulement 0,16% de tous les kilomètres du secteur alimentaire. Donc, le transport de nourriture, ça émet, oui, bien sûr, mais si vous voulez baisser votre impact sur le climat, manger local, ça compte pour assez peu. Alors, ça a d'autres bienfaits, les normes sanitaires, elles sont différentes en fonction des pays, et on peut préférer acheter au marché local plutôt que l'hypermarché, mais bon, là, je parle des émissions, et sur ça, ça change assez peu. Et tant que j'y suis, l'emballage, on a aussi vu que c'est négligeable par rapport à tout le reste. C'est juste qu'on en voit un peu partout, dans tous les rayons, et donc on a tendance à surestimer cet impact par rapport au reste. Conclusion, pour le climat, ce qui compte c'est vraiment la nature de ce que vous mangez. Légumes, viande blanche, viande rouge.
C'est ça qui compte et non pas les emballages ou le transport. Ok, encore un commentaire. Oui, mais là on compare à chaque fois pour 1 kg de nourriture, mais il faut prendre en compte le fait qu'un kilo de bœuf, c'est pas le même apport en énergie ou en protéines qu'un kilo de pommes de terre. Alors oui, complètement. On pourrait complètement décider de comparer les émissions, non pas à poids de nourriture équivalent, mais à énergie apportée équivalente ou à protéines équivalentes. Et justement, cette fameuse méta-analyse, elle a pris ça en compte et elle a fait la comparaison sur les 3 critères. Et je vous montre les résultats qui ont été mis en graphique par la chaîne YouTube Kurzgesagt. Donc voilà, quand on compare les émissions non plus pour 1 kg, mais pour 1000 kilocalories ou pour 100 grammes de protéines apportées, les résultats changent un peu. Parce que le bœuf, par exemple, contient beaucoup de protéines. Donc il y a besoin d'en manger moins d'1 kg pour atteindre les 100 grammes de protéines. Mais il y a une telle différence dans les émissions par rapport au tofu ou aux pommes de terre, par exemple, que les écarts restent complètement énormes entre la viande rouge et le reste des aliments. Et la viande blanche, c'est encore le moins mauvais des mauvais élèves. En bref, comparé pour un même niveau de kilos d'énergie ou de protéines, ça change un tout petit peu les graphiques, mais pas les conclusions. Mais là, tu présentes des moyennes mondiales. Si je mange de la bonne viande produite avec soin, est-ce que mes émissions peuvent être super basses? Alors c'est une question qu'on peut se poser, oui, et d'ailleurs qui revient assez souvent. Je défends la gastronomie française, une bonne viande, un bon vin, un bon fromage, mais aussi une bonne vieille, une bonne bière. Alors, que dit la science? Eh bien, on ressort la méta-analyse de 38 700 fermes basées dans 119 pays différents, et voilà les résultats. On a la comparaison des émissions ici pour 100 grammes de protéines, mais cette fois, on n'a plus la moyenne, non, on a bien la répartition sur toutes les fermes. Donc pour le tofu, les fèves, les pois, les émissions, elles varient très peu en fonction des fermes. Mais pour le bœuf, les émissions varient énormément, même si elles restent hyper élevées à chaque fois. On voit qu'il y a même deux bosses, une aux alentours de 20 kg d'équivalent CO2, mais aussi une avec une empreinte 2 fois moins élevée. Ça, c'est parce qu'il y a deux types de troupeaux. Déjà les troupeaux uniquement dédiés à la viande, qui ont le plus gros impact, et les troupeaux laitiers, qui produisent du lait en plus de la viande, et donc l'impact est réparti sur l'ensemble des produits. Ça permet donc de diviser cet impact. Mais bon, dans tous les cas, le bœuf reste la nourriture la plus émettrice avec l'agneau, la viande rouge encore et toujours. Donc non, une bonne viande française, ça peut réduire l'impact, mais ça résout pas le problème parce que les émissions restent énormes. Mais les comportements, ils sont en train de changer, non? On mange de moins en moins de viande dans le monde, c'est ça? Alors là, non, c'est tout le contraire. Voilà l'évolution de la production mondiale de viande les 60 dernières années. Il y a 60 ans, on était à environ 70 millions de tonnes. Aujourd'hui, 340 millions. Donc presque 5 fois plus. Je répète, on a fait x5 en 60 ans seulement. Pour les animaux marins, c'est la même chose. On était à environ 40 millions de tonnes produits en 1960, 200 millions aujourd'hui, donc x5 en 60 ans là aussi. Et cette accélération, elle est due à deux choses. La population a presque triplé et le niveau de vie moyen a plus que triplé. Et pourquoi cette dernière info est importante? Parce qu'on se rend compte que plus le niveau de vie moyen est élevé, plus on mange des protéines animales et non végétales. On voit que la consommation de protéines animales augmente fortement avec le niveau de revenu, puis se stabilise uniquement quand on atteint l'équivalent de 30 000 $ par personne, ce qui est le cas pour peu de pays. Et la France est où dans tout ça? Ici, avec 8% de nos calories qui proviennent de protéines animales, donc on fait partie d'une poignée de pays qui peuvent fortement baisser ses émissions liées à l'alimentation, parce que pour l'instant, on est parmi les pires. Bref, on mange de plus en plus de viande dans le monde, et le fait que dans certaines villes de certains pays, on entend parler de plus en plus de flexitariens, de végétariens, de végétaliens, en fait, c'est un phénomène d'une toute petite ampleur par rapport à ce mouvement d'ensemble mondial. Mais pour l'instant, on parle que de gaz à effet de serre. J'ai vu ta dernière vidéo sur les 9 limites planétaires. C'est quoi l'impact de notre alimentation sur les autres limites? Alors, très bonne question. Ma vidéo, d'ailleurs, elle est là. C'est vrai qu'il y a plein d'autres trucs à regarder. Le secteur alimentaire, c'est 26% des émissions mondiales, mais l'agriculture, c'est aussi 50% des surfaces habitables, 70% de l'utilisation d'eau douce, 78% de l'eutrophisation, et les animaux sauvages représentent 94% de toute la biomasse des mammifères, sans compter les humains. Ça fait 15 fois plus que les mammifères sauvages. Déjà, on regarde rapidement l'utilisation des sols avec un graphique en entonnoir. De toute la surface terrestre, les continents ne représentent que 29%. Le reste, c'est des océans. De cette surface, il n'y en a que 71% qui est habitable. Le reste, c'est principalement des glaciers, des déserts. L'agriculture occupe la moitié de cette surface habitable. Ensuite, on a des forêts, des arbustes. Et tous les territoires urbains, ça représente en fait 15% de la surface habitable.
Et enfin, de cette surface agricole, c'est réparti de la façon suivante, 77% pour la viande et les produits laitiers uniquement, et 23% pour tout le reste. La viande et les produits laitiers occupent donc plus des 3/4 des surfaces agricoles, alors qu'ils apportent seulement 18% de notre apport énergétique et 37% de notre apport en protéines. Pour le détail par type de nourriture, l'agneau, le mouton et le bœuf, ça occupe entre 300 et 400 mètres carrés pour produire seulement 1 kg de viande, donc on retrouve encore les mêmes tout en haut du classement. Hey, stop it! Ne touche pas à ma viande. Alors j'ai vraiment rien contre la viande, je fais juste un résumé des résultats scientifiques pour que tout le monde ait les infos, mais bon, j'ai bien conscience que la première fois qu'on voit ces infos, justement, ça peut faire un choc. No, God! No, God, please, no! 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 On passe maintenant au stress hydrique. Alors pour ça, le facteur qu'on regarde, c'est bien sûr la quantité d'eau utilisée, mais il y a des pays comme la Suisse où l'eau est en abondance et d'autres qui en manquent comme l'Inde, le Pakistan ou des pays du Moyen-Orient. Donc pour prendre ce facteur en compte, on regarde la quantité d'eau utilisée et on pondère par la rareté de l'eau dans la région. Le classement des aliments, en fait, il change un tout petit peu, mais c'est plus précis. Voilà les résultats. On a les noix et le fromage qui utilisent le plus d'eau, suivent ensuite l'agneau et le mouton, les crevettes, le bœuf, la viande de porc et le riz. Vous voulez le graphique pour l'eutrophisation? Oui? Bon bah ok. Ce sont toujours les mêmes aliments qui sont problématiques, bœuf et crevettes surtout, mais aussi fromage, agneau, mouton, porc et poulet. Et quand on parle d'eutrophisation, c'est l'excès des nutriments, donc l'azote et le phosphore, qui ne sont pas complètement absorbés par les plantes et qui vont donc dans les sols, ou ruissellent ensuite jusque dans les mers, les océans. Et donc on parle surtout d'un problème d'engrais industriel. T'as toujours pas parlé de la biodiversité. Alors oui, c'est la dernière limite planétaire que je vais étudier ici parce que c'est la plus évidente et donc j'ai juste besoin de quelques chiffres pour présenter la situation. On tue chaque année 70 milliards de poulets, donc sachant qu'on est 8 milliards sur Terre, c'est à peu près 9 par personne. Et si maintenant on prend en compte tous les animaux donc terrestres et marins qu'on tue pour manger, les estimations c'est de 1 à 3 billions. Donc j'ai bien dit billions, ce nombre existe, ça veut dire 10 puissance 12, 1000 milliards d'animaux. 1000 milliards de 1000 sabords. Ouais, ça peut choquer la première fois qu'on entend cette stat, et si on rapporte au nombre de personnes, ça fait entre 125 et 375 par personne et par an, donc un animal tué tous les 3 jours à un animal tué tous les jours par personne. Question. Non, toi t'en as posé trop, on arrête. I demand more questions. Ok, mais je réponds seulement si la question est intéressante. Et le gaspillage alimentaire, est-ce que c'est si important de lutter contre? Alors oui, complètement. On vient de voir tout l'impact de la production de nourriture sur plein de limites planétaires. Alors si en plus on gaspille cette nourriture, c'est vraiment con. De toutes les émissions du secteur alimentaire, le gaspillage, ça compte pour 1/4. Et si vous vous souvenez, le secteur alimentaire, c'est 26% des émissions. Donc 1/4 fois 26%, 6,5% des émissions dans le monde, c'est à cause du gaspillage alimentaire. Ça veut dire que si le gaspillage était un pays, ce serait le 3e plus gros pays émetteur, juste derrière la Chine et les États-Unis. Et en plus, le problème, c'est que le gaspillage augmente encore partout dans le monde. Et une dernière info importante avec ce graphique que je trouve super parlant. Sur toute la nourriture perdue dans une région du monde, ça montre à quel stade la perte se fait. Donc il y a 5 étapes clés: production, stockage, transformation des produits, distribution, et enfin les pertes pendant la consommation finale des foyers. Et on voit que dans les régions les plus riches, comme l'Amérique du Nord ou l'Europe, les chaînes de production et d'approvisionnement sont plutôt optimisées, avec peu de pertes. Mais en moyenne, le consommateur final fait n'importe quoi une fois que la nourriture est chez lui. Alors que dans les régions les plus pauvres, comme l'Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne, c'est tout le contraire. Très peu de gaspillage par les consommateurs qui font plus attention, mais beaucoup de pertes en amont parce que les systèmes sont moins optimisés. Au total, en Europe, c'est 22% de la nourriture qui est perdue. Donc c'est comme si, imaginez, vous avez 10 sacs de courses, vous en jetez 2 direct à la poubelle. Et en Amérique du Nord et en Océanie, c'est comme s'ils en jetaient 4. Bon bah là, je crois qu'on a tout vu. Je suis d'accord, je crois qu'on a la vision d'ensemble. Si vous venez d'avoir une conversation avec un ami sur ce sujet, eh bien envoyez-lui cette vidéo, comme ça tout le monde est informé. Je cache pas que ça m'aide aussi. J'espère que vous avez aimé et que c'était clair. Et si vous voulez une conférence sur les enjeux environnementaux, voilà mon mail et je le mets aussi en description. Je voulais vous dire aussi que j'ai été invité récemment sur l'excellente chaîne Science for All. Donc voilà, tous les nouveaux abonnés qui viennent de la chaîne de Lay, n'hésitez pas à noter cette vidéo sur Tournesol. Cette vidéo a été réalisée avec le soutien d'Enerlis, qui est opérateur global de la transition énergétique. Vous trouverez leur lien dans la description avec toutes les sources. Et je vous dis à très bientôt.